La TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. La Charte africaine routière et la Convention sur l'eau étaient les deux projets de loi examinés par les députés à l'Assemblée nationale ce mardi. Il était question de faire adhérer le Togo à ces deux instruments sous-régionaux. Les détails dans ce journal. Et puis la recherche et surtout la recherche sanitaire est en pole position à l'université de Lomé et elle reçoit désormais le soutien d'un allié de taille, Sorbonne Université. Une convention les lie depuis ce mardi. À découvrir également dans ce journal. Voilà donc pour les titres. 8e séance plénière ce matin à l'Assemblée nationale. Deux projets de loi étaient sur la table des députés. L'un portant l'adhésion du Togo à la Convention des Nations Unies sur la protection des cours d'eau transfrontaliers et le second porte sur la ratification de la Charte africaine sur la sécurité routière. Voyons cela avec Marie-Ange Bida. Deux textes législatifs sont adoptés à l'unanimité par les députés présents à cette séance plénière. Le premier, la loi relative à l'adhésion du Togo à la Convention des Nations Unies sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et les lacs internationaux, encore appelés Convention sur l'eau. Le second porte sur la ratification de la Charte africaine sur la sécurité routière. La loi sur la Convention sur l'eau votée devra permettre au gouvernement d'améliorer la gestion de l'eau au plan national, d'accéder à l'aide financière et de soutenir la réalisation des ODD. Cette loi permet aussi la gestion non conflictuelle des eaux que le pays a en partage avec les États voisins. À l'instar de la plupart des autres pays du monde, d'Afrique et principalement de la sous-région ouest africaine, le Togo partage la plus grande partie de ses ressources en eau avec d'autres pays. Dans ce contexte, le Togo ne pourra pas gérer tout seul et de façon isolée ses ressources en eau sans tenir compte de cette interdépendance entre les pays riverains. Il apparaît nécessaire de coopérer avec les pays voisins conformément aux dispositions légales nationales et aux conventions internationales. En tant que convention cadre universelle, la Convention sur l'eau, à laquelle notre pays vient d'être autorisé d'adhérer, va contribuer considérablement à renforcer le cadre juridique et institutionnel de coopération sous-régionale auquel le Togo est déjà parti. La loi portant ratification de la Charte africaine sur la sécurité routière est une réponse aux problèmes récurrents d'insécurité sur les routes. Le gouvernement pourra prendre les décisions qui s'imposent pour préserver des vies. Il est toujours nécessaire d'agir avec une vision et une stratégie de sécurité routière pour consolider les acquis et renforcer les dispositifs de surveillance et de contrôle routier plutôt que de réagir ponctuellement à des accidents. La décennie de la sécurité routière 2011-2020 s'est achevée et le gouvernement avait autorisé depuis le 9 octobre 2019, lors de son conseil des ministres, la ratification de la Charte africaine sur la sécurité routière qui exhorte chaque État partie à élaborer des stratégies avec les priorités. Aujourd'hui, c'est chose faite. Selon Yawa Digodi Tchegan, présidente de l'Assemblée nationale, en sollicitant l'adhésion du Togo à ces deux instruments internationaux, le gouvernement démontre son engagement à inscrire le pays dans la dynamique internationale guidée par le multilatéralisme. Un engagement qui cadre avec la vision du président de la République, Faure Essozina Gnassingbé. La présidente de l'Assemblée nationale a aussi salué l'apport des membres du gouvernement à cette production législative. Avec ces deux nouvelles lois, le Togo renforce son arsenal juridique et institutionnel
pour mieux faire face aux enjeux de développement qui s'imposent à lui. Les 2 lois seront exécutées comme loi de l'État. La journée de l'Europe a été célébrée au Togo le 9 mai dernier. L'événement a permis à l'ambassadeur de l'Union européenne au Togo de faire le point sur l'état des relations de coopération entre le Togo et l'Union européenne et de dévoiler les projets en vue. Les grandes lignes de cet entretien avec Yata Araté. Cela fait déjà plusieurs années que le Togo et l'Union européenne sont de très bons amis. Une coopération qui s'exprime dans plusieurs secteurs d'activité, enracinement de la démocratie et la bonne gouvernance, au assainissement notamment. D'autres secteurs reçoivent également l'appui de l'Union européenne. Au Togo, il n'y a plus de délit de presse, ce qui donne déjà certaines garanties. J'ai eu l'opportunité avec mes collègues du G5 de m'entretenir avec la HAC, la haute autorité, pour aussi leur exprimer notre soutien et voir comment est-ce qu'on peut appuyer. La jeunesse togolaise, c'est notre priorité. On va tout faire pour aider les gouvernements dans les efforts pour la création d'emplois. Et j'étais présent pour la création des forums pour l'emploi des jeunes, parce que c'est ça qu'il faut. Il faut donner d'abord une formation adéquate, il faut renforcer les échanges, mais il faut aussi leur donner la possibilité de trouver un travail. Ce qui vaut tout cet appui pour le Togo, c'est son rôle fort apprécié dans la signature des accords post-Cotonou, accords signés il y a quelques semaines à Bruxelles. Et quand il a été question de la polémique, née de la lettre de félicitations de l'Union européenne adressée au président de la République togolaise, suite à son élection le 22 février 2020, l'officiel de l'Union européenne tranche. C'est une polémique qui, je dois dire, m'a un peu surpris parce que lorsque la Cour constitutionnelle a fait la proclamation officielle des résultats, comme c'est le cas protocolaire de tous les pays, nous envoyons, dans ces cas c'était le président du Conseil européen et la présidente de la Commission européenne, une lettre de félicitations au président. Donc il n'y a rien d'extraordinaire et c'est quelque chose qui se fait chaque fois qu'il y a des élections et les résultats sont proclamés. Donc je vous assure, la lettre était assurée. J'ai eu l'opportunité aussi de confirmer au président de la DMK l'authenticité de cette lettre et j'ai profité aussi de l'opportunité pour les rappeler aussi notre engagement à essayer de promouvoir ces dialogues et faire que tous les acteurs politiques togolais puissent participer de cette concertation nationale menée par le gouvernement pour la préparation des élections régionales et pourquoi pas les encourager à tous les deux à élargir leurs discussions politiques au-delà des élections régionales, comme c'est le cas dans toute démocratie. Donc il faut d'abord établir ces dialogues, cette confiance pour pouvoir avancer et pour que l'opposition puisse faire aussi une contribution constructive au développement et à la progression du pays. Débat clos. Le Togo peut toujours compter sur son partenaire, l'Union européenne. L'institution veut désormais placer l'homme, le Togolais lambda, au cœur de ses actions de développement. L'Université de Lomé a trouvé un allié pour renforcer son centre de formation et de recherche en santé publique. Il s'agit de Sorbonne Université, l'une des universités pluridisciplinaires de la France. Et les deux institutions se sont engagées ce matin à œuvrer ensemble en matière de recherche scientifique en santé publique, surtout en cette période de crise sanitaire. Quelles sont les clauses de cette convention? Eh bien, nous la découvrons dans ce reportage signé Ekoui Salah. Une nouvelle ère pour la santé publique s'annonce à l'Université de Lomé. Dans les 5 années à venir, l'institution peut profiter de sa collaboration avec Sorbonne Université pour asseoir une formation en licence, master et doctorat en matière de recherche en santé publique. La convention de coopération signée entre les deux universités devra aider à concrétiser le projet. On va former des cadres aux différents niveaux, avec de niveau licence, de niveau master, de niveau doctorat bien sûr. On va chercher à créer, à renforcer les compétences humaines pour porter ce projet ici à Lomé et à Paris en même temps. On a le même problème de renforcement de nos disciplines. Évidemment, on a peut-être un peu plus de force à Paris, mais il est important de former de nouveaux cadres, de former de nouveaux enseignants-chercheurs, d'attirer de nouveaux enseignants-chercheurs à Lomé pour développer les activités de formation partagées. Et c'est le Centre de formation et de recherche en santé publique de l'Université de Lomé
qui va bénéficier des fruits de cette collaboration. La présente convention s'annonce fructueuse, aussi bien en termes de formation qu'en recherche scientifique. Nous allons d'abord revisiter les différents programmes de formation en se basant sur le concept One Health, c'est-à-dire une seule santé qui réunit à la fois la santé animale, la santé humaine et environnementale. L'idée ici, c'est de réfléchir par exemple pour monter un diplôme interuniversitaire en l'université de Sorbonne et l'université de Lomé sur l'émergence infectieuse. La deuxième idée, c'est de créer un master de santé publique avec une spécialité en émergence infectieuse pour pouvoir faire face aux prochaines épidémies comme nous sommes en train de la connaître actuellement. Le président de l'université de Lomé a réitéré l'engagement de son institution à œuvrer pour un bon aboutissement de cette nouvelle alliance. Comme l'a dit Kokoroko, veut miser sur les qualités de l'université de Lomé. La Covid-19 nous rappelle de fort belle manière que les universités qui n'ont pas Dieu pour la recherche ne peuvent qu'incarner que la ruine et un progrès décadent. La présente cérémonie en est une réponse circonstanciée et marque la détermination de l'université de Lomé à aller plus vite et plus fort universitairement et politiquement devant les problématiques de santé publique. Monsieur le Président de Sorbonne Université, vous avez convolé en os avec une université très sexy. Et peut-être il n'y a que cette qualité qui vous a marqué. Et pour vous rassurer que ce mariage sera un mariage d'avenir et qui durera dans le temps, je voudrais très rapidement revenir sur 3 de nos atouts. Il s'agit d'abord de notre crédibilité. Vous êtes dans l'une des meilleures universités ouest-africaines, très organisée, très compétente. 2 autres atouts, c'est le soutien de nos partenaires au développement. Enfin, nous avons un atout redouté et redoutable, c'est le soutien politique. Et ce que le gouvernement, et particulièrement le président de la République, attend de ce partenariat, c'est qu'il soit un partenariat agissant, avec de vrais résultats qui transcendent les échanges d'enseignants et d'étudiants. Selon le ministre en charge de l'enseignement supérieur, l'initiative est salutaire au regard des défis qui s'imposent actuellement en termes d'innovation dans le domaine de la santé. L'université de Lomé est la première à nouer un partenariat avec Sorbonne Université sur le continent africain. Cette collaboration devra contribuer à faire du Centre de formation et de recherche en santé publique du Togo un centre de référence dans la sous-région. Et parlant justement de la crise sanitaire qui bat son plein et qui se poursuit donc un peu partout sur la planète, sachez que la campagne vaccinale également suit son cours au Togo. Et en attendant la 2e dose à administrer aux premiers vaccinés, eh bien, la campagne se poursuit donc avec la première dose. Et l'une de nos équipes de reportage a sillonné quelques vaccinodromes ce jour. Le point avec Solange Amandé avec la voix de Sonia Aminiko. C'est une décision qu'elle juge courageuse et importante pour se prémunir contre la Covid-19. Adjoa, revendeuse de son état, a su dominer toute la psychose engendrée par les fausses informations au sujet du vaccin contre le coronavirus. Et ce matin, elle passe à l'étape supérieure de sa décision en se faisant administrer l'AstraZeneca. Le vaccin est venu, en tout cas ça fait un peu longtemps, mais comme la parole qui vient sur le vaccin là, ça fait peur. Si tu demandes, quelqu'un dit « Ah, je n'ai pas encore vacciné », il y a une parole bizarre qui vient, c'est à cause de ça. Moi j'ai peur, je n'ai pas pu vacciner. Mais matin là, il dit « Il est vacciné, par la grâce de Dieu, je suis venu. » Vu que le tiers de la population est déjà vaccinée et qu'il n'y a pas d'incident, je pense qu'ils doivent venir aussi se faire vacciner pour que nous puissions être libérés de ces caches-nez. Comme à Joa, beaucoup sont venus à la séance de rattrapage. Nous sommes au palais royal d'Amotivé. Joséphine n'a pas de pièce d'identité,
mais elle sera couverte par une tierce personne pour avoir sa dose. Je suis venue me faire vacciner ce matin. La maladie à coronavirus fait peur, mais j'exhorte les autres à faire comme moi pour venir à bout de cette pandémie. Si je me suis fait vacciner, c'est pour moi-même, c'est pour mon propre intérêt et pour l'intérêt de ma famille et tous ceux qui m'entourent. J'exhorte ceux qui traînent les pas à venir se faire vacciner. Constat fait ici au stade de Difa Kota et au centre médico-social de Baie. Nous voulons rappeler à tout le monde que la vaccination, ce n'est pas la mort qu'on nous a amené, mais plutôt la vie. Nous faisons appel aux autres de venir faire leur vaccination. Ça se passe très bien dans notre centre ici. Les gens adhèrent à cette vaccination. Ceux-là qui sont venus se faire vacciner, ils sont toujours là en bonne santé. Ils ne manifestent pas les effets que les réseaux sociaux ont relayés. Et donc, c'est de les inviter à venir également prendre leur dose de vaccin pour se protéger définitivement contre cette pandémie. Le gouvernement veut atteindre à travers cette campagne de vaccination une immunité de 60% de la population. Les personnes déjà vaccinées devront prendre leur deuxième dose dans les prochains jours. Et à ce jour du mardi 11 mai 2021, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 13 196. 29 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries s'élève à 11 776. 82 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 1295 et le nombre de décès est de 125. Un communiqué signé par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa. Les Togolais de l'extérieur représentent un énorme potentiel pour le développement du pays. Le gouvernement l'a compris et veut faire des Togolais de la diaspora des acteurs privilégiés et incontournables dans le processus de développement justement. Et ceci à travers plusieurs actions et initiatives que nous rappelle ce soir Dodo Waré. Ils sont hors du Togo mais sont présents de par leurs actions dans le développement économique et social du pays. Les Togolais de l'extérieur constituent des partenaires de développement sur lesquels le Togo veut davantage miser pour une émergence participative. Plusieurs mécanismes sont mis en branle. Entre autres, le programme Diaspora portant recours aux compétences des Togolais de l'extérieur, l'initiative Semaine des réussites de la diaspora, le droit de vote des Togolais de l'étranger, l'exemption de visa pour les Togolais de l'extérieur détenteurs d'une double nationalité. Des mesures fiscales sont prises pour faciliter l'investissement de la diaspora dans des projets d'entreprise au Togo. C'est sans compter l'apport du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur créé en 2019. L'institution fédératrice des forces de la diaspora favorise depuis sa création une synergie d'action entre les Togolais de l'extérieur, le gouvernement et les citoyens qui sont au pays. Et avec le guichet de la diaspora en place, il n'y a plus de raison pour qu'un seul Togolais de l'extérieur soit à l'écart des efforts de développement du Togo. Nous construisons le Togo et la diaspora togolaise est très impliquée dans le processus de transformation du Togo. Nos compatriotes de la diaspora ne doivent pas perdre de vue une chose. Notre richesse collective est faite de notre diversité. Le gouvernement met donc tout en œuvre pour que le Togolais de l'étranger se sente concerné par son pays. Au-delà de susciter l'apport de la diaspora dans les domaines économiques, social et culturel, le Togo veut un retour au pays de sa main-d'œuvre. Le pays attend ce retour des compétences, ce retour des cerveaux, ce retour des expertises. On est en pleine Covid, le retour des médecins et des infirmiers est très attendu par le pays, le retour des investissements, parce que c'est par ce retour qu'on démontrera réellement un peu notre patriotisme actif pour le développement du pays. On a besoin de cette diaspora, il faut qu'ils comprennent et il est besoin que nous prenions langue pour qu'ils reviennent, même tout en étant à l'extérieur, qu'ils sentent qu'ils sont toujours là présents et que c'est avec eux qu'on peut construire notre pays. Plus d'1 million de Togolais vivent à l'étranger, mais le chiffre s'accroît de jour en jour.
Un nouveau recensement des Togolais de l'extérieur s'impose au gouvernement qui prévoit aussi élaborer un répertoire des entrepreneurs et investisseurs issus de la diaspora. Le Togo ambitionne également de positionner les Togolais de l'extérieur dans les structures publiques et internationales et de mettre en place des outils de suivi et de facilitation des projets et investissements de la diaspora. Est aussi prévu un incubateur dédié à la diaspora togolaise, une plateforme d'appui aux partenaires d'une coopération décentralisée et un fonds d'investissement des Togolais de l'extérieur. Ce sont des actions parmi tant d'autres qui démontrent la volonté de l'exécutif d'associer les Togolais, qu'ils soient au pays ou hors du pays, à des projets et programmes de développement, tous convergés vers le bien-être de la population. L'actualité ce mardi est également marquée hors du Togo par les affrontements qui se poursuivent dans la bande de Gaza. Et ce mardi, donc, ces affrontements se sont poursuivis et les affrontements ont fait au moins 26 morts du côté palestinien et 2 au côté israélien. L'État hébreu a annoncé vouloir intensifier ses attaques contre le Hamas et de son côté, Paris appelle à un usage proportionné de la force. Hussein Ahmad n'avait que 11 ans. Il fait partie des victimes des raids israéliens de lundi sur la bande de Gaza. Pourquoi l'avez-vous tué? Ils assassinent et personne ne les tient responsables. Le monde entier ne fait que regarder. Le bilan est de plus d'une vingtaine de morts, dont 9 enfants. Israël assume les représailles aux tirs de roquettes contre son territoire. En tout, 300 projectiles auraient été lancés depuis Gaza, dont 90% interceptés par le bouclier antimissile Dôme de Fer. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a prévenu que son pays allait intensifier les frappes. Aujourd'hui, les forces de sécurité assurent avoir frappé 130 cibles militaires du Hamas et du djihad islamique et font abstraction des civils palestiniens à l'heure d'évoquer les victimes. Les frappes contre des cibles militaires à Gaza ont tué plus de 15 terroristes du Hamas et du djihad islamique alors qu'ils tentaient de planifier ou d'exécuter des attaques contre Israël. Ce qui n'empêche pas les tirs de roquettes de se poursuivre. Ils visent désormais surtout le sud d'Israël et les alentours de la ville d'Ashkelon et ont déjà fait 2 mortes et plusieurs dizaines de blessés. Cet immeuble a été touché dans la nuit. Vers 5 h du matin, on a été réveillé par le retentissement des sirènes et on est allé dans le dressing parce qu'on n'a pas d'endroit sécurisé dans l'appartement. Il y a eu une très forte explosion. Je n'ai jamais rien entendu de tel dans ma vie. La situation a totalement débordé de la ville de Jérusalem, épicentre de cette nouvelle crise israélo-palestinienne. Des procédures d'expulsion de familles arabes dans un quartier de Jérusalem-Est avaient fait monter la tension. Des affrontements sur l'esplanade des mosquées ont ensuite démarré lorsque la police israélienne a posé des barrières de sécurité pour infiltrer l'entrée. Lundi, la procession organisée par l'extrême droite religieuse israélienne pour célébrer la prise de la ville en 1967 a jeté un peu plus d'huile sur le feu, bien que son parcours ait été détourné. Alors que de nombreux jeunes Palestiniens ont réussi à occuper la mosquée Al-Aqsa, le Hamas, au pouvoir à Gaza, a voulu tirer profit de ce face-à-face en lançant un ultimatum à Israël, avant de rapidement passer à l'acte en tirant des roquettes vers la ville sainte. Et plus gai à présent avec les non-nuplés maliens nés au Maroc il y a une semaine qui ont été baptisés ce mardi 11 mai. La cérémonie a eu lieu à Tombouctou, ville d'origine des parents des 9 bébés. Le récit avec Antoinette Romao-Vovor. Alors qu'elle pensait attendre 7 bébés, il y en avait 9 au total. 5 filles et 4 garçons nés d'une mère malienne de 25 ans. Alima Sissé a mis au monde par césarienne les non-nuplés à Casablanca au Maroc grâce à la mobilisation de plusieurs médecins de Tombouctou à Casablanca en passant par Bamako. Tout a été fait pour donner à la mère et au bébé toute la chance de survie. Une semaine après leur naissance, les non-nuplés ont reçu leur baptême ce 11 mai 2021 selon le rite musulman à Tombouctou dans le nord du Mali, ville d'origine des parents. Il et elle s'appellent dans l'ordre Kadidia, Mohamed VI, Fatoumata, Oumar, Awa, Adama, Ba, Oumou et El Hadji. Le premier fils est prénommé Mohamed VI en l'honneur au roi du Maroc où ils ont vu le jour dans une clinique privée.
Les 9 bébés sont en réanimation néonatale du fait de leur faible poids et toujours sous étroite surveillance médicale. Le ministère de la Santé malien prévoit l'ouverture d'un compte en banque pour soutenir la famille. Cet accouchement hors norme bat le record mondial d'une Américaine qui a donné en 2009 naissance à 8 enfants à l'âge de 33 ans. Les non-nucléaires ont donc été baptisés ce mardi, toujours au Maroc, où ils se trouvent en ce moment, mais leurs noms ont été envoyés de Tombouctou, ville d'origine de leurs parents. Les valeurs culturelles africaines s'effondrent avec la mondialisation, une situation qui interpelle les professionnels des sciences sociales et de la littérature. Et durant 2 jours, ils vont essayer de réfléchir sur l'émancipation justement culturelle de l'Afrique. Les précisions avec Honoré Modjro avec la voix de Sandra Aziagbé. Chants, poèmes, slam, communication et exposés sont les canaux utilisés par les littéraires au cours de cette rencontre pour revendiquer l'émancipation culturelle de l'Afrique. L'initiative est du cabinet Nabinex et Partners, un service spécialisé dans la recherche appliquée au développement. L'Afrique fait face à un défi majeur, celui de l'identité. Parce que à travers tout ce que nous voyons, des guerres et toute autre manifestation qui dépeint la dépravation des mœurs, il est temps qu'on s'interroge sur la véritable toile de fond des choses. Et on se rend compte que c'est cette déperdition du point de vue culturel qui est à la base de toutes ces déviations-là. Et il s'agit maintenant de voir dans quelle mesure nous allons relever ce défi-là à travers les différentes facettes. Les valeurs culturelles telles que la solidarité, le respect, l'amour du prochain qui constitue le ciment de l'harmonie sociale dans la culture africaine ont connu des dépravations. La dégradation de ces valeurs culturelles africaines, réconfortée par le contexte de la mondialisation qui instaure d'autres modes de vie tels que l'individualisme. Il faut donc permettre à la littérature de jouer son rôle d'éveil des consciences. La littérature sert de vecteur aux valeurs culturelles, de vecteur pour une vision du monde, des valeurs capables de former et de transformer l'individu et partant de l'individu d'impacter l'environnement, d'impacter la société. Notre réflexion a permis donc de montrer que la littérature est indissociable aussi de la question de la paix et de l'équité dans la mesure où elle se donne parfois pour rôle, pour mission de questionner le fonctionnement de nos sociétés, de mettre à nu certaines tares, certaines dérives, pas dénonce ce qui ne va pas, dans cette recherche d'une certaine forme de justice sociale, dans cette quête de ce qui peut améliorer le vivre ensemble. Littérature et promotion de la paix et l'équité en Afrique, littérature et gestion des situations de crise, genre littéraire et didactique des cultures et des langues en Afrique sont entre autres des thèmes sur lesquels ont porté des communications. Avec la littérature. Le bureau exécutif de l'Union musulmane du Togo a le plaisir d'informer la communauté musulmane que la fête de Ramadan Aïd el-Fitr sera célébrée le jeudi 13 mai 2021 sur toute l'étendue du territoire national. Les prières de circonstance se dérouleront aux lieux habituels consacrés à cet effet de 9h à 9h30. Nous vous rappelons que les mesures barrières doivent être scrupuleusement respectées, notamment le port de cache-nez, l'usage du tapis individuel, la distanciation sociale d'au moins 1 mètre, éviter les accolades et embrassades. Le bureau exécutif de l'Union musulmane souhaite une bonne fête de fin de Ramadan à toute la population togolaise. Et c'est un communiqué signé donc par le président de l'Union, El Hadj Inoussa Bouraïma. Et puis aujourd'hui, c'est le 11 mai, cela fait exactement 40 ans que le légendaire chanteur de reggae Bob Marley est décédé d'un cancer à Miami aux États-Unis. Il avait tout juste 36 ans. 40 ans après sa mort, il flotte toujours un air de nostalgie avec des messages forts qui sont encore d'actualité. Bob Marley chantait déjà l'unité africaine
comme ici dans le live. We're moving right out of Babylon, and we're moving to our Father's land. How good and how pleasant it would be before God and man to see the unification of all Rastaman. As it's been said already, Bob Marley qui chante donc l'unité africaine et ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes et je vous laisse savourer une fois encore pour quelques secondes cette belle mélodie du chanteur Bob Marley. Au revoir. Cause we're moving right out of Babylon, and we're moving to our Father's land.